Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal télévisé sur Spectrum Television. Au sommet de cette édition du 28 mai 2020, prison centrale de Newbel, le feu dicte sa loi. Un incendie s'est déclaré ce jour dans ce centre pénitentiaire situé dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Selon des sources, les flammes seraient parties du quartier dit Texas du dit établissement pénitentiaire. Au bilan, d'après les mêmes sources, une dizaine de blessés conduits dans les centres hospitaliers environnants. Dans la suite de ce journal, le récit d'une journée de panique pour les prisonniers et pour certains habitants de ce quartier de la ville de Douala. Rentrée du 3e trimestre, chauffe changement. Ce sera lundi 1er juin 2020. Le sujet était au centre d'un conseil de cabinet ce 28 mai 2020. Les 3 ministres en charge de l'éducation ont affirmé qu'ils sont d'ores et déjà prêts et le Premier ministre leur a instruit la mise à la disposition des établissements secondaires, primaires et supérieurs des kits sanitaires nécessaires pour la protection des élèves, des étudiants et des enseignants. Dans la suite de ce journal, le compte rendu de cette rencontre. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Comme annoncé en titre, grave incendie cet après-midi à la prison centrale de Newbel dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Selon des sources sur le terrain, le feu serait parti du quartier Texas du dit centre pénitentiaire et d'après les mêmes sources, une dizaine de blessés auraient été conduits dans les centres hospitaliers environnants à cet établissement pénitentiaire. Les Laringos. Jusqu'à 17h cet après-midi, les flammes continuaient de dicter leur loi à la prison centrale de Newbel, et ceci en dépit de la prompte mobilisation des sapeurs-pompiers présents sur les lieux. Les gros nuages de fumée s'élevant vers le ciel auront vite convaincu les prisonniers initialement rassemblés dans la grande cour à chercher de l'air pur. Instinct de survie, c'est sur les toits et les grilles les séparant de l'extérieur qu'ils s'agglutineront, tandis que sont mobilisées en face les forces de l'ordre préparées à toute tentative d'évasion. Descendu sur le terrain, le sous-préfet de Douala, deuxième voisin direct de la prison, sera parmi les premières autorités arrivées sur les lieux. Suivront entre autres le préfet du Vouri et le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Varadibou. Selon les sources sur place, le feu serait parti du quartier Texas et on enregistrerait plus d'une dizaine de blessés évacués vers les formations sanitaires environnantes. Située en plein cœur du marché central dans le 2e arrondissement de la ville de Douala, la prison centrale de Newbel, connue pour sa surpopulation carcérale, n'est pas à son premier incendie. Le dernier en date, en 2015, avait mobilisé les sapeurs-pompiers pendant toute une nuit. À l'heure actuelle, aucune information sur les causes du sinistre de ce jour, le nombre total de blessés et les autres dégâts matériels et humains enregistrés. 5300 cas testés positifs à la Covid-19. Ce sont les chiffres du Cameroun communiqués ce jour par le ministre de la Santé publique au cours d'un conseil de cabinet. Une augmentation exponentielle qui est due, selon le docteur Manaouda Malachi, à un relâchement et à la dissimulation par les familles de malades. Il a tenu à préciser que la manipulation des corps décédés de Covid reste une fenêtre ouverte à la contamination. Concernant la reprise des cours, sauf changement, ce sera le 1er juin prochain. Les 3 ministres de l'Éducation ont affirmé qu'ils sont d'ores et déjà prêts. Le Premier ministre leur a d'ailleurs instruit la mise à la disposition des établissements secondaires, primaires et supérieurs de kits sanitaires requis pour la protection des élèves, des étudiants et des enseignants. Nous continuons ce journal avec la lutte contre la maladie à coronavirus. Le barreau du Cameroun s'indigne des conditions funéraires déplorables des patients décédés de la Covid-19 à travers sa commission des droits de l'homme et des libertés. L'ordre des avocats, la commission des droits de l'homme et des libertés de l'ordre des avocats appelle les autorités à une meilleure gestion des obsèques des victimes de la Covid-19 suivant une démarche scientifique fiable. Olivier Bouzique. C'est la première sortie du barreau sur le coronavirus depuis la communication des mesures d'assouplissement par le Premier ministre le 30 avril dernier. Alors que l'on a atteint la barre des 5000 cas infectés, l'ordre des avocats dit être inquiet de la situation, particulièrement de la manière dont les cadavres dus au Covid-19 sont traités. Pour le barreau, le caractère cavalier des pratiques funéraires dont sont victimes les personnes décédées au Cameroun constitue des formes d'assévissement et de dégradation de la personne humaine portant gravement atteinte à leur dignité. En effet, l'indignation du barreau part de la consigne des pouvoirs publics à ce sujet qui indique que
que 12 heures après le décès du patient, le mort doit être enterré en présence de quelques membres de la famille, sous l'encadrement des autorités sanitaires et des hygiénistes de la mairie territorialement compétente. Sauf que l'ordre des avocats estime que ces conditions funéraires ne reposent sur aucune base scientifique fiable. Pour l'autre, il en est de même pour l'assimilation désormais de tous les morts de nos hôpitaux à des cadavres Covid-19, ce qui représenterait une atteinte flagrante à la dignité humaine. Le barreau du Cameroun dit être de plus en plus victime de ces tests douteux au coronavirus effectués sur des juristes décédés. Il prend pour exemple le traitement réservé aux décédés en France, où le Haut Conseil de santé publique a reconnu que la contagiosité absolue et immédiate du défunt n'est pas établie au-delà des voies respiratoires, raison pour laquelle, là-bas, les corps peuvent être conservés pendant 6 mois. Le Cameroun devrait donc copier le bon exemple, pense le barreau, avant de conclure que les conditions funéraires prescrites par le pays causent la stigmatisation des malades Covid-19 et installe dans le public un soupçon de manipulation des restes mortuaires ou des prélèvements d'éléments dans les corps. Souvenez-vous, le 14 mai dernier, le préfet du Vouri dans la région du littoral interdisait formellement aux commerçants et aux clients d'entrer au sein du marché Sandaga dans le premier arrondissement de Douala sans un masque de protection contre la Covid-19. Après 14 jours exactement, nous sommes retournés ce matin dans ce marché pour voir si cette mesure est effectivement respectée. Tenez-vous bien, le constat va vous surprendre. Makedal Dignoton. La visite du préfet du Vouri et sa suite. 14 mai 2020, le préfet du département du Vouri dans le littoral présent au marché Sandaga de Douala ce jour-là prévient. Quand le Covid est arrivé ici, en mars, les gens avaient déjà pris l'habitude de porter le masque. Mais depuis un certain temps, il y a eu un relâchement. Je suis revenu donc vous dire de porter désormais le masque. Le masque est devenu obligatoire. Et d'ailleurs, à partir de lundi, celui qui n'aura pas son masque va être interpellé. Ici au marché, où est le président? Veillez à ce que les gens n'entrent ici qu'avec le masque. Ce jeudi 28 mai, soit après 2 semaines exactement, nous sommes retournés ce matin au marché Sandaga pour vérifier l'effectivité de cette mesure du préfet. À l'intérieur du marché, nous rencontrons ces hommes qui circulent sans un masque de protection contre la Covid-19. Voilà, mais vous venez de porter, qu'est-ce qui se passe, gang? Pourquoi vous ne portez pas? Non, je porte. Oh. Mais c'est juste parce que ça étouffe un peu. Laisse. Ça étouffe un peu et je respire à peine avec ça. Sans son masque, il a pu entrer dans ce marché sans aucune opposition. Non, on ne m'a pas interpellé, on ne m'a pas encore interpellé. C'est peut-être une chance pour moi, sinon je fais le maximum de fois de porter et j'évite qu'on m'interpelle par rapport. Bon, quand la police t'interpelle sans ça, il te demande de porter ton masque. À défaut, si tu n'as pas le masque, il t'exige d'acheter un masque sur place et tu portes et c'est tout. Pourtant, la police veille au respect du port du masque chaque matin au niveau des 2 entrées du marché, selon ce commerçant. C'est tout à fait normal. La police interpelle presque tous les matins ici de la surveillance du masque. Si tu n'as pas le masque, tu n'entres pas dans le marché. Aussi aux femmes qui entrent acheter comme les bayams. Tous sont contrôlés, même dans le marché, à tous les 2 entrées. Et quand ils arrêtent quelqu'un, quand tu n'as pas de masque, tu n'entres pas dans la zone du marché. Donc tu vas faire demi-tour de là où tu sors pour aller retrouver ton masque ou bien tu t'achètes un masque à côté si on vend. Quand tu te retrouves à l'intérieur, on te met dehors et te font sortir. Mettre à la porte ceux qui n'ont pas de masque de protection, cela ne semble pas déranger certains ici. Je ne porte pas parce que quand je porte, je n'arrive pas à respirer bien dedans. Et quand la police me chasse, j'obéis et je quitte le secteur directement pour ne pas avoir les problèmes avec eux. 2 semaines après l'interdiction du préfet du Vouri de ne laisser entrer personne sans masque dans l'enceinte du marché Sandaga de Douala, et on a qui respectent. La majorité des porteurs, ils ont les masques. C'est ça qui est plus important ici à Sandaga. Il y en a aussi qui doivent attendre l'œil de nos caméras pour ajuster leur cache-nez.
L'information est connue depuis hier 17h. André Mamafouda est le désormais PCA du Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, l'ancien ministre de la Santé publique du Cameroun entre 2007 et 2019. Une nomination qui peut surprendre les noms habitués à la façon de faire du président de la République, quand beaucoup ont pensé après son départ du gouvernement que c'était le début de la fin. Pour les anciens, cependant, le chef de l'État est resté égal à lui-même et à sa façon de procéder. Léla Renoz. Nous sommes donc ici aujourd'hui à Douala pour célébrer un grand moment, un moment que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a voulu. On ne change pas l'équipe qui gagne, on prend les mêmes et on recommence. La nouvelle alimente les conversations depuis ce mercredi 17h. André Mamafouda, ancien ministre de la Santé publique au Cameroun, est le nouveau PCA du CRACER. Si le chef de l'État s'est toujours présenté comme un homme pas adepte de grands changements, il faut cependant dire que le passage d'André Mamafouda au ministère de la Santé publique n'a pas plaidé pour sa cause. À en croire les articles de presse produits durant les 12 années 2007-2019 qu'il a passé au MinSanté. André Mamafouda, un médecin dans la clinique des scandales, titrait le 7 janvier 2019 un journal en ligne. Affaire Vanessa Tchatcho, affaire Monique Koumatekel, affaire Hélène Gokana, les cambriolages à son domicile avec le vol d'importantes sommes d'argent chiffrées en millions, aucun de ces scandales n'aura eu raison de la confiance à lui accordée par le chef de l'État. Et même l'annonce du retrait de son passeport en mars 2019 par le journal en ligne Camerbi n'y fera rien. Paul Biya ne le mettra au frais que pour mieux le resservir au public un an plus tard. Coutumier du fait, le chef de l'État l'a démontré plusieurs fois, en rappelant par exemple aux affaires Marcel Niat-Tifendi, qui après avoir été entre autres ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire entre 90 et 91, directeur de la SONEL pendant plus de 2 décennies, se retira de la vie publique dès la privatisation de la SONEL en 2001. Il fut tout de même rappelé aux affaires en 2013 comme sénateur. Il était alors âgé de 79 ans et depuis lors, il préside aux destinées du Sénat. Dans le même sillage, on peut également citer Peter Mafani Moussangué, Premier ministre entre 1996 et 2004, qui grâce au pouvoir de nomination, reviendra en 2007 comme grand chancelier des ordres nationaux de la présidence de la République, puis devint sénateur en 2013, avant d'échouer quelques années plus tard à la tête de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, où il trône depuis toujours. D'autres noms peuvent également être cités, entre autres Amadou Toumouna, Achidou Acho. Sa célèbre phrase « Je vous verrai » prend ainsi tout son sens. Le chef de l'État s'avère être loyal en amitié, grand ennemi de la nouveauté, pour le plus grand bien de ses amis, les anciens. Merci. Le champ politique camerounais vient de s'enrichir d'un nouveau parti politique. Il s'agit du Front populaire pour la réconciliation et la relance, une décision du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui porte à 317 le nombre de partis politiques légalisés au Cameroun. Quel regard portent les Camerounais sur cette pluralité de l'offre politique camerounaise? Écoutez les réactions dans ce reportage que signe Léla Renoz. Le 317e parti politique camerounais vient de voir le jour. Il a été légalisé ce 27 mai au travers d'une décision du ministre de l'administration territoriale. Le Front populaire pour la réconciliation et la relance, puisqu'il s'agit de lui, a pour objectif de réconcilier les gens et d'amener les Camerounais à tourner le dos aux confrontations. Avec comme président Chanda Tomé Jean-Claude. Je me rends compte que depuis 1990, à nos jours, je pense que bon, sur le système politique au Cameroun, et le nombre de partis, beaucoup de choses ont changé parce que les partis politiques qui naissent aujourd'hui, il y a quand même les débats, d'aider, chacun amène sa part de projet. Je vois qu'il y a un peu une évolution au niveau de une évolution sur la vie politique au Cameroun parce que chacun s'exprime, ça donne un peu la possibilité à la population camerounaise, à la population lambda que nous sommes, d'avoir aussi un avis maintenant comment le pays marche. Moi, le nombre de partis politiques importe peu.
tout Camerounais peut avoir un parti politique. L'essentiel, c'est que le jour des élections, qu'il y ait clarté et que chacun qui peut gagner gagne les élections, c'est tout. 317 partis légalisés pour seulement 8 présents à l'Assemblée nationale, 7 représentés au Sénat et 9 visibles sur la carte communale, même si les sièges de conseillers municipaux sont parfois occupés par des partis politiques autres que ces 9. Une quasi-absence de la vie politique qui pose la question du rôle de tous ces partis politiques dans un pays qui compte moins de 25 millions d'habitants. Le problème n'est pas le nombre, parce que vu le nombre que ces partis aujourd'hui se poussent à se multiplier, ça ne donne pas un changement dans le système politique. Parce que le multipartisme est venu depuis 1990, on l'a dit. On a des partis, mais le sens où nous voulons réellement l'opposition, on ne ressent vraiment pas des opposants dans tous ces partis. D'autres sont en train de chercher des cachots pour pouvoir s'intégrer dans le même système qui est déjà là. La majorité des partis politiques au Cameroun, c'est pour mieux, ils font cela pour mieux diviser l'opposition camerounaise, ce n'est que ça. C'est une façon de créer la zizanie parmi les partis politiques pour mieux régner. C'est exorbitant en quelque sorte. Voilà. Nous n'avons pas besoin de beaucoup de partis politiques. Nous en avons besoin de pas plus de 100. 100 c'est déjà bon. 317 c'est beaucoup. C'est trop. Si l'expérience montre que ces partis politiques occupent en majorité l'espace médiatique, plus qu'ils n'animent l'espace politique, combien sont-ils finalement à remplir les principales fonctions dévolues aux partis politiques? Combien ont un impact sur le jeu, la vie et l'ouverture démocratique au Cameroun? Ça ne profite qu'aux personnes qui créent les partis. Nous, à la population, il n'y a pas un changement. En réalité, nous, on a connu 2 opposants dans tous ces partis. Le premier qui était le SDF, le deuxième aujourd'hui qui est RDP, je voulais parler de MSC. En dehors de ces gens-là, moi, je ne m'allie pas vraiment à tous ces opinions politiques parce que eux, ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibilisés par rapport à leur débat sur le champ politique. Vous voyez que dans une population de près de 25 millions d'habitants, avec 317 partis, vous comprenez que la majorité c'est des partis gastronomiques. Vous comprenez un peu. Donc c'est des gens un peu qui ont faim. Et selon le système actuel, comme on sait qu'au Cameroun, quand tu soutiens le régime en place, tu as une bouteille de bière. C'est pour ça qu'il y a toute cette multitude de partis politiques. Donc vous voyez, un pays sérieux, qui est bien constitué, qui est bien gouverné, ne devait pas avoir autant de partis politiques. Et la majorité sont inexistants. On ne les comprend pas, on ne les voit pas, on ne sait même pas s'ils existent. Peut-être de non. Donc pour moi, il n'y a pas de choc d'idées. Nous sommes à l'ère du parti unique. Tous ces multiples de partis là, ça ne sert à rien. Je viens d'apprendre encore qu'on a créé l'autre il y a quelques heures ou quelques jours. Donc c'est le régime en place qui nous manipule en créant autant de partis. Si vous allez voir bien, quand un groupe s'organise bien, ils font tout pour créer un autre sous-parti dans ce groupe pour détruire. Donc on ne peut pas avoir un choc d'idées. Avec ça, le pays ne peut même plus avancer. Les gens s'asseyent autour là, ils mangent comme ils veulent et on vient nous distraire avec les partis politiques. Ça ne sert à rien. On va arriver à un niveau où il y a 282 dialectes. Donc il manque un peu. Chaque dialecte aura donc son parti politique. C'est ça qu'ils veulent. Continuons ce journal. À cause du coronavirus, le Cameroun a été obligé de fermer ses frontières depuis le 18 mars dernier. Conséquence, de nombreux Camerounais sont restés bloqués à l'étranger. D'autres sont toujours en attente d'être rapatriés. C'est notamment le cas des Camerounais bloqués en Inde. Aux dernières nouvelles, on déplore le décès de 2 compatriotes en Inde. D'après les informations du pasteur Samuel Mboma, qui suit de très près ce dossier, nous l'avons rencontré ce jour à Douala. Voici un extrait de cette interview. Actuellement, il y a environ 97 personnes déjà enregistrées, recensées, et parmi lesquelles il y a 2 morts. Ouais. Et il y a 2 qui sont décédés. Et puis, on a aujourd'hui, sur les 90, on a essayé de voir les moyens qu'ils ont empruntés pour s'y rendre. On a dû constater effectivement qu'il y a 3 compagnies aériennes qui ont survenu à leur déplacement. Donc ça fait que ça peut être facile de procéder par le même canal.
pour qu'ils puissent retourner. Il reste donc à faire la négociation avec l'Inde pour donner l'autorisation et l'opportunité que cela soit fait. Mais aux dernières informations, il faut le dire que aux dernières informations que j'ai eues avec les autorités, puisque je travaille à côté d'eux pour que je leur apporte les informations et ils me disent aussi ce qui est déjà fait. Je crus entendre sans me tromper que les choses la recommandation était déjà faite au ministère des Transports pour qu'ils puissent négocier avec les compagnies, n'est-ce pas, pour faciliter cet exercice. Donc voilà à peu près à quel niveau je me trouve sur les informations, sur l'évolution en fait. Depuis 2016, dû à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, beaucoup de Camerounais ont dû fuir ces deux régions-là. Une situation difficile à vivre pour ces déplacés qui se complique avec la situation sanitaire actuelle due à la Covid-19. Déplacés et Covid-19, c'est un reportage que signe Makedal Djignoto. Voici la route qui mène à la chefferie de Makepe-Misoke, située dans l'arrondissement de Douala 5e. Le bloc 11 ici est dirigé par Joseph Mofort, chef traditionnel originaire de la région du Nord-Ouest. Depuis près de 3 ans, il accueille les déplacés de la crise socio-sécuritaire qui sévit dans les régions anglophones du Cameroun depuis 2016. Outre les difficultés de la vie quotidienne ici, ces déplacés depuis mars 2020 font face à d'autres difficultés liées au coronavirus. Même si certains déplacés abordent un masque de protection, la distanciation sociale reste encore un mythe dans cette concession. Pire, les enfants ne sont véritablement pas à l'abri du Covid-19. Les enfants sortent, ils vendent des arachides, ils vendent des plantains brûlés, ils prennent de l'argent entre les mains des personnes adultes, de gauche à droite. Est-ce que cet argent est désinfecté? La grosse réponse est que non, l'argent n'est pas désinfecté. Et ces deux gros messieurs personnalités, ils marchent avec les désinfectants dans les voitures. Mais ces adolescents, ces enfants ne marchent pas avec le leur, mais ils prennent de l'argent entre leurs mains. Et le pire, le cauchemar dans cette histoire est que les enfants, pour porter le virus, ils rentrent à la maison, ils contaminent les adultes. C'est l'adulte qui doit mourir, l'enfant ne doit pas mourir. C'est le pire qui est dans ça. Pour désengorger ces lieux, Joseph Mofort voudrait que le gouvernement trouve d'autres logements ailleurs pour les déplacés afin de mettre en application la distanciation sociale. Le gouvernement pouvait prendre charge, aller sur un endroit comme ça, la conçu, venir sortir les déplacés ici, aller les mettre là-bas. Je ne suis pas fier, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas en sécurité. J'ai les gens de toute mentalité ici. Il y a l'autre qui se lève le matin, il te regarde, commence à faire les crises de pleurs. Tu demandes qu'il pleure quoi, il ne te dit pas. Il te boude. Il y a d'autres qui ont abandonné les enfants ici. Ils sont partis. J'ai avec l'enfant que la mère n'est pas là, je ne sais pas où. La mère c'est tout. Je ne sais pas où sa famille c'est tout, mais je suis avec l'enfant. Il laisse à 6 mois. Je lève jusqu'à peut-être l'enfant à 2 ans. Je suis avec. C'est traumatisant. Et en attendant la fin du traumatisme, l'on se tresse ou joue encore ici à Makepe-Misoke sans trop se soucier de la propagation du Covid-19. À l'étranger, l'Afrique du Sud est la deuxième économie du continent et constitue un aimant pour des millions de réfugiés et migrants. Le pays compte plus de 4 millions d'étrangers dont la grande majorité dépend du travail quotidien. Mais cette source de revenus informels s'est asséchée de façon drastique du jour au lendemain à cause du confinement. Désormais sans papier pour la plupart d'entre eux, ils ne peuvent pas accéder aux aides du gouvernement et survivent grâce à l'aide des ONG et des communautés religieuse. Cette immigrée éthiopienne n'arrive pas à retenir ses larmes. À 47 ans, la mère célibataire qui a fui la répression dans son pays vit à Johannesburg avec ses 3 enfants sans permis de séjour depuis 2008. Vivotant avant le nouveau coronavirus, grâce à de petits boulots, elle s'est retrouvée sans travail depuis que le gouvernement a décrété le confinement. Pas de boulot, pas de papier, elle ne peut accéder aux aides sociales.
Son salut, elle le doit au mois de Ramadan. Heureusement, nous sommes entrés en confinement en plein Ramadan. Les membres de la communauté musulmane ont une culture d'assistance. Parfois, les gens reçoivent des informations selon lesquelles je ne travaille pas, que j'ai des enfants et je suis une mère célibataire et ils m'apportent de la nourriture. Affamés, la plupart des immigrés sans boulot et sans papier survivent grâce à des aides des organisations comme celle d'Amir Cheikh. Il dirige le Forum de la diaspora africaine en Afrique du Sud, financé par des organisations religieuses. Son réseau fournit 3500 kits de vivres et 750 repas par semaine, pas seulement à des étrangers, mais aussi à des citoyens sud-africains, à son avis, plus sociables que leurs dirigeants. Le gouvernement de l'Afrique du Sud est beaucoup plus xénophobe que la communauté locale. Nous sommes acceptés par les communautés locales, nous coexistons avec elles et même aujourd'hui, vous avez vu que nous leur avons donné des kits alimentaires, alors nous n'avons pas beaucoup de problèmes. Mais ce sont les représentants du gouvernement, en particulier les hauts fonctionnaires, qui créent en fait cette tension au sein des communautés. Pourtant, dans le cadre d'un plan d'urgence, le président Cyril Ramaphosa a annoncé des distributions de vivres et une allocation mensuelle de $20 pour les plus démunis. Ni Ramaphosa ni ses ministres n'ont mentionné de conditions pour la nationalité des bénéficiaires de l'aide. Mais dans les faits, les migrants et les ONG constatent que ce soutien va de facto aux citoyens sud-africains. Nous avons un grand nombre de citoyens sud-africains qui ne peuvent pas non plus accéder aux aides. Donc, ce dont nous avons besoin, c'est une réponse du gouvernement qui ne fasse pas de distinction ou de discrimination à l'égard des gens sur la base de la documentation. Pour sa défense, le gouvernement de ce pays, considéré par la Banque mondiale comme le plus inégalitaire au monde, affirme n'avoir exigé aucune preuve d'identité des bénéficiaires, mais de nombreux immigrants illégaux préfèrent garder leur distance par rapport à cette aide, redoutant qu'ils ne soient arrêtés par la police et renvoyés dans leur pays d'origine. Avec ces images de VOA que nous mettons un terme à cette édition d'information sur Spectrum Télévision. Retrouvons-nous demain, si plaît à Dieu. D'ici là, restez des nôtres. Les programmes de Spectrum Télévision se poursuivent. Bonsoir.